L'année académique 2015-2016 a connu son épilogue ce 31 mai à l'université Omar Bongo, une année qui n'aura pas été un long fleuve tranquille tant elle a été marquée par quelques soubresauts qui, une fois de plus, auront mis cette institution sous le feu des projecteurs de l'actualité nationale. 2 jours après, il nous est apparu opportun de nous intéresser au fonctionnement de ce haut lieu de la transmission des savoirs, aux problèmes qui le minent et surtout aux défis de l'UOB dans un environnement mondial marqué par une concurrence accrue sur le marché de l'enseignement supérieur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gabon Télévision qui reçoit aujourd'hui le recteur de l'université Omar Bongo, le professeur Marc-Louis Ropivia. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Nouméneni. Je rappelle que le professeur Marc-Louis Ropivia est à la tête de l'université Omar Bongo depuis mars 2013. Cette émission pourrait également avoir des allures de bilan à mi-parcours de sa présence au rectorat 3 ans après. Alors, professeur, on aurait souhaité cette année académique 2015-2016 sans grève à l'université Omar Bongo de Libreville. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque le second semestre de cette année a été perturbé par une grève qui a duré près d'1 mois. En dépit de cela, le semestre, quoique écourté, sera validé. On imagine que le volume horaire nécessaire pour dispenser un certain nombre de cours n'a pas été rempli. Est-ce que dans ces conditions, la validation d'une telle année ne pose pas problème? Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer ici à Gabon Télévision afin d'éclairer l'opinion sur les différents problèmes qui perturbent l'université Omar Bongo. Effectivement, l'année s'est achevée le 31 mai. Cette date n'est pas liée au contexte politique, comme on le dit ci et là. C'est une date qui a bénéficié d'un prolongement d'1 mois à cause des perturbations auxquelles vous faites allusion, parce que logiquement, dans le cas du nouveau calendrier, l'année aurait dû se terminer le 30 avril. Je rappelle que le nouveau calendrier avait été adopté en Conseil des ministres en 2014. Ce calendrier organisait l'année académique en 3 quadrimestres, donc 3 tranches de 4 mois, dont 2, ça fait 8, consacrés aux 2 semestres pour les activités pédagogiques, et l'autre quadrimestre, c'est celui que l'on peut considérer comme celui des vacances, mais en vérité pour les recherches des enseignants, pour la préparation des dossiers des étudiants qui vont à l'extérieur ou à la NBG, pour la préparation également des cours pour la rentrée qui devrait avoir lieu au mois de septembre de l'année suivante. Et donc, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas le contexte politique qui nous a permis d'arrêter le 31 mai, c'est plutôt l'évolution normale vers le nouveau calendrier, qui lui est lié justement au nouveau système qui organise les universités actuellement. Et vous savez bien que ce nouveau système, c'est le LMD. Donc la validation de cette année académique ne souffre d'aucune contestation? Elle ne souffre d'aucune contestation pour la raison suivante. Les systèmes LMD sont habitués justement à des mouvements de grève, à des interruptions. Et on n'a jamais parlé dans ces systèmes-là, et même dans le système antérieur, on n'a jamais parlé de prolongation de l'année académique. On s'en tient aux bornes qui sont précises. Alors, dans le cas d'un système LMD, nous sommes dans un trimestre qui est de 4 mois. Alors, au cours de ces 4 mois d'enseignement, eh bien, il peut y avoir une interruption, soit d'1 mois, soit de 2 mois. À 3 mois, cela peut compromettre effectivement le semestre, et auquel cas, si le semestre est compromis avec 3 mois d'interruption, on parlera de semestre blanc. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à 3 mois d'interruption, nous ne sommes qu'à 2, eh bien quelque chose est rattrapable. Et ce qui est rattrapable, de quelle manière? Eh bien, ça l'est par le principe que l'on appelle la condensation semestrielle, c'est-à-dire utiliser le temps restant pour dispenser un volume d'enseignement suffisant pour valider l'année en essayant de
de diversifier les méthodes pédagogiques et les modes d'évaluation. Et c'est cela qui a été fait par les enseignants et c'est cela qui a été accepté par les étudiants. Donc nous avons eu 2 mois, pour ne pas dire plus de 2 mois et 2 semaines en gros, pour pouvoir trouver le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir valider cette année, ce semestre, par le principe de la condensation pédagogique. Donc les étudiants également l'ont accepté, parce que vous savez fort bien que le système LMD est un système qui est conçu pour évaluer aussi la charge de travail de l'étudiant par la notion de crédit, et donc les étudiants ont bien accepté ce que les enseignants leur ont proposé. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais au passage rendre un hommage à mes collègues enseignants pour le professionnalisme et l'esprit de sacrifice dont ils ont fait preuve pour conduire cette année à son terme, et également féliciter les étudiants qui, en dépit de l'activisme de certains éléments égarés, ont compris la raison pour laquelle ils étaient à l'université, c'est-à-dire étudier et obtenir un diplôme. Et c'est cette détermination qui a conduit à la fois et les enseignants et les étudiants à pouvoir conduire l'année à son terme. Et donc les conditions de validation sont réunies. D'accord. Monsieur le recteur, les mouvements de revendication au sein de l'université Omar Bongo débouchent presque toujours sur un déferlement de violence. Vous êtes vous-même un grand connaisseur de cette institution puisque vous avez en partie été formé. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance? Une tendance qui devient finalement lourde. Bien, c'est parce que d'abord nous avons affaire à des générations de plus en plus jeunes qui entrent à l'université et qui sont des générations aujourd'hui qui regardent la télévision, donc sont informés de ce qui se passe ailleurs, et je crois que notre jeunesse également veut ressembler à d'autres jeunesses de par le monde. Alors, quand on dit veut ressembler, le souhait est qu'elle veuille ressembler à d'autres jeunesses dans le monde en bien. Malheureusement, ce que l'on constate à l'UOB, c'est que la ressemblance et le mimétisme qui est recherché ici, c'est à travers les mouvements de casseurs qui se déroulent en Europe. Vous connaissez le phénomène. Alors, les mouvements de casseurs, vous voyez bien ce que c'est. C'est des bandes organisées, n'est-ce pas, qui sont là pour s'adonner à des actes de violence à la fin de manifestations légales ou illégales. En ce qui concerne l'université Omar Bongo, nous avons observé qu'il y a des groupes d'étudiants et à travers le mouvement auquel vous faites allusion, cela s'est vérifié. Vous avez eu 2 mouvements de grève. Un de la mutuelle légale de l'université Omar Bongo qui n'a donné lieu à aucun débordement, ni à l'intérieur du campus, ni à l'extérieur, sur la voie publique. Et vous avez un autre groupe d'activistes qui se reconnaissent dans l'ancienne mutuelle dissoute. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, et qui, monsieur le recteur. lui, ce groupe-là, se livre à des actes de violence de manière récurrente. Alors, la raison, c'est que j'ai évoqué la première, le mimétisme. La deuxième, c'est que ce sont des gens qui ont des problèmes de représentativité, qui ont des problèmes d'acceptation à l'université Omar Bongo. Ils n'arrivent pas très bien à convaincre leurs congénères d'adhérer aux causes qu'ils prétendent défendre. Et dans ces conditions, pour forcer cette adhésion, eh bien, on a recours à des méthodes de violence. Vous parliez tantôt de l'ancienne mutuelle de l'université Omar Bongo. D'aucuns disent que sa dissolution n'a d'autre explication que le fait qu'elle ne vous était pas favorable, ce qui ne serait pas le cas pour la mutuelle actuelle. Que leur répondez-vous à ces gens? Un argument faux, analyse fallacieuse, à partir du moment où les conditions de la dissolution de l'ancienne mutuelle ont été claires. Elle a été élue pour être partenaire de l'université dans l'animation de la vie étudiante. Et sans abandonner, étant donné que c'est une mutuelle étudiante, nous le savons, sans abandonner son rôle de contre-pouvoir. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que cette mutuelle était loin des conditions, des objectifs pour lesquels elle a été élue. Ce que nous avons, j'avais reçu M. Nicolas Ondaoubam, le président de cette mutuelle, à plusieurs reprises. Les demandes d'audience qu'il a remplies
pour venir me voir, ou moi, ou le conseil rectoral sont là pour en témoigner, eh bien, on avait commencé à travailler avec cette mutuelle, mais lorsqu'on s'est aperçu qu'ils s'écartaient du chemin, de la voie pour laquelle ils avaient été élus par leurs collègues, eux, ce qui les intéressait, c'était de marcher dans la rue, de réclamer l'élargissement de la prison de leurs collègues qui étaient enfermés. Et donc, pour cela, ils sont allés mettre à sac le tribunal. Et de retour du tribunal, ils sont venus nous dire qu'ils ont décidé de fermer l'université. Alors, puisque nous avions constaté que c'était essentiellement cela leur objectif, c'est-à-dire mettre la mutuelle dans des causes qui n'avaient plus rien à voir avec l'animation et l'organisation de la vie étudiante, et nous avons estimé qu'ils se sont écartés de la charte. Et donc, dans ces conditions, il fallait les dissoudre et faire élire donc une autre mutuelle qui a été élue dans des conditions transparentes. Donc on conteste également le nouveau mode de scrutin adopté pour l'élection de la mutuelle actuelle, qui ne serait pas le même. Au contraire, le nouveau mode d'élection qui a été adopté est un mode à la proportionnelle qui permettait de se rendre compte du poids réel des associations. Parce que cette mutuelle, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est un regroupement, c'est une fédération de mouvements étudiants qui a un bureau, la mutuelle, et une assemblée générale. Et c'était à la proportionnelle que cette mutuelle a été élue. Donc, de ce point de vue, elle ne peut souffrir aucune contestation. Parce que ce n'est pas un seul groupe qui se retrouve dans cette mutuelle, c'est le groupe qui a emporté la majorité. Et il y a d'autres groupes étudiants qui en font partie également. Et donc, si certains ne s'y sont pas retrouvés, c'est qu'on peut mesurer effectivement quel est leur impact réel dans le mouvement étudiant. Alors, je voudrais en profiter pour dire que le recteur Ropivia n'a pas l'habitude de fonctionner depuis qu'il est à l'université dans ce type dans cette manière de faire. Le recteur n'a pas à sa solde des groupes d'étudiants. Il se trouve simplement que la mutuelle actuelle, comme je vous l'ai dit, elle est élue pour être partenaire de l'université Omar Bongo dans l'organisation et l'animation de la vie étudiante, c'est-à-dire les activités sociales, culturelles et sportives. D'accord, professeur. En tant que responsable de cette institution, vous avez certainement été amené à mener, des réflexions sur les moyens pouvant nous conduire à une sortie de ce cycle de la violence en milieu universitaire. Pouvez-vous nous partager vos réflexions à ce sujet? Oui, le premier moyen, c'est d'abord le respect des libertés démocratiques au sein de l'institution universitaire. Tout le monde dans cette université parle de franchise universitaire. Mais la première chose, c'est de respecter les franchises universitaires. Mais qu'est-ce que sont que les franchises universitaires? Les franchises universitaires, c'est un ensemble de mesures protectrices visant à garantir l'exercice des libertés dans la profession, dans l'apprentissage et visant à garantir l'ensemble des libertés démocratiques dans le campus universitaire. Alors, vous comprenez que lorsque je commence à l'Université nationale du Gabon, quand on parle de franchise universitaire, on parle déjà de garantir la liberté de parole et de critique dans les cours. Cela veut dire que lorsqu'un enseignant se met à aborder un problème national d'un point de vue critique, eh bien, il peut en parler librement, et tant qu'il le fait à l'intérieur de son cours, c'est cela, les franchises universitaires. Sa liberté de parole et de critique sont garanties. Mais à l'inverse, aujourd'hui, lorsque les étudiants se mettent à enregistrer des enseignants en plein cours, pour pouvoir aller jouer au délateur quelque part, mais les étudiants ne savent pas que les premiers à violer les franchises universitaires, ce sont eux. Ils en ont par ailleurs une interprétation unilatérale et fallacieuse. Il n'y a pour eux de violation de franchise universitaire que lorsque la gendarmerie, les forces de l'ordre rentrent pour maintenir l'ordre au sein du campus universitaire. Elles rentrent parce qu'elles ont été appelées par le recteur en fonction de ses pouvoirs de police à l'intérieur du campus.
Elles ne rentrent pas parce qu'elles ont voulu venir. Elles y entrent parce qu'une fois de plus, des étudiants se sont adonnés à des actes de violence, justement pour violer les franchises universitaires, alors que toutes les libertés démocratiques, d'association, d'organisation et de manifestation au sein du campus leur sont garanties. Donc la première chose, je pense, c'est d'abord de respecter les franchises universitaires au sein de l'université Omar Bongo. D'accord, professeur, une affaire en rapport avec l'institution que vous dirigez a fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment dans la presse. Il s'agit de l'annulation, la supposée annulation de 2 soutenances de thèse au département d'économie, une affaire qui aurait des relents politiques. De quoi retourne-t-il exactement? Bien, l'université a agi strictement dans le cadre de ses prérogatives pédagogiques. De quoi s'agit-il? Il s'est agi de ce qu'il y avait 2 étudiants du département d'économie qui devraient soutenir leur thèse. Eh bien, je rappelle que les universités du monde appliquent les mêmes principes et règles en matière d'organisation d'études doctorales et en matière de cheminement de l'étudiant. Et en ce qui concerne l'université Omar Bongo, eh bien, il existe un arrêté qui date de 2007, oui, portant organisation des études doctorales et conférant le grade de docteur, où le cheminement de l'étudiant est précisé. Alors, dans le cas d'espèce, j'ai reçu une lettre du directeur de thèse m'informant le 4 Le professeur avril, Albert Ondossa. Le professeur Albert Ondossa m'informant le 4 avril qu'il comptait organiser 2 soutenances de thèse le 6 avril, soit 2 jours après m'avoir envoyé la lettre, et le 7 avril. Manifestement, cette manière de faire entraînait de facto l'irrecevabilité de sa demande, pour 2 raisons. La première, c'est que du 4, on écrit au recteur le 4 pour organiser une soutenance le 6, ça ressemble à une injonction. Ça ressemble à une stratégie du fait accompli qui va se vérifier par la suite. La deuxième, c'est qu'il ne revenait pas à un responsable de laboratoire d'écrire au recteur. Le laboratoire est un lieu où l'on prépare la thèse, mais un département comprend 3 cycles et gère les études de premier, second et 3e cycle. Donc les doctorants font partie du département. Dans la tradition universitaire et dans l'esprit de l'arrêté dont je vous ai parlé, eh bien, le professeur, le directeur de thèse devrait s'adresser à son département qui, en concertation avec le directeur, donc le directeur de thèse et le directeur de département en concertation, devrait désigner le jury. Le jury, une fois désigné, eh bien, le décanat, le doyen, en est informé et le doyen avise le recteur pour que le recteur, comme le veut la tradition, convoque les membres du jury, donc les invite, leur adresse des invitations officielles et ainsi que les invitations des 2 pré-rapports, sans lesquels aucune soutenance ne peut avoir lieu. Or, cette démarche n'a pas été respectée. Le deuxième élément, c'est qu'il y a le statut des étudiants. Les étudiants en question étaient au nombre de 2. Ils étaient en situation d'irrégularité dans leur scolarité de doctorat à l'université Omar Bongo. La scolarité normale est de 3 ans, mais il est prévu par une rallonge de 2 autres années, lorsque cette scolarité est terminée et que l'étudiant n'a pas pu atteindre ses objectifs à temps. Donc 3 plus 2, cela fait 5. Mais le problème, c'est que pour obtenir les 2 autres années, il faut que l'étudiant adresse une demande de dérogation approuvée par le directeur de recherche. Il n'y a pas eu de demande de dérogation dans le dossier qui nous a été transmis. L'autre étudiant n'avait qu'un demi-semestre d'inscription à l'université Omar Bongo, alors que, puisque la seule inscription que nous avions vérifiée, eh bien, datait du 11 janvier 2016.
Vous comprenez, voilà pourquoi je parle de demi-semestre, alors que normalement sa scolarité est de 3 annuités à l'université Omar Bongo. Alors, comment pouvait-on organiser une soutenance dans ces conditions-là, dans une université sérieuse? Donc, ce sont ces anomalies-là qui ont porté le recteur, n'est-ce pas, à ne pas autoriser cette soutenance, sans pour autant interdire ces soutenances. Ce que le recteur a fait valoir auprès du doyen et du directeur de recherche, directeur de thèse, avec copie aux 2 doctorants, c'est qu'il leur était toujours possible de soutenir leur thèse si les conditions sont respectées et sont remplies. Notamment, il est possible à l'un des candidats de pouvoir demander une dérogation approuvée par le directeur. Une fois cette formalité est remplie, il n'y a pas de problème, il vient à soutenir parce que le texte prévoit qu'il y ait 5 ans. Et quant à l'autre, il est prévu également, il a été précisé qu'il lui est toujours possible de soutenir à l'université Omar Bongo lorsque les 3 années de scolarité seront terminées. D'accord, professeur. Restons dans l'actualité de l'université Omar Bongo. On sait que l'un des points inscrits sur la plateforme revendicative des étudiants ayant conduit à la grève du second semestre, c'est le fameux 12, condition du passage en parcours master, une pilule donc difficile à avaler pour les grévistes. Finalement, quel est l'objectif d'une telle mesure, professeur? D'abord, c'est tout le problème de la sélection. Il faut l'aborder ainsi. Nous sommes dans un système LMD. Je crois que tout le problème fondamental ici qui se pose, c'est que beaucoup accèdent à l'université alors que les moyens d'information existent, sans réaliser qu'on a changé de système. Nous sommes dans un système LMD qui comprend 3 cycles. Et dans un système LMD, le passage à chaque cycle, n'est-ce pas, est conditionné par une sélection. Bien, cette sélection comprend plusieurs critères. La note n'est pas la seule. Il y a d'autres conditions qui concernent d'abord, quand on est en master et en doctorat, on va dans un cycle de recherche. Cela suppose que quand vous voulez entrer en master, vous précisez que vous avez un sujet sur lequel vous voulez travailler et que vous trouviez dans le département où vous partez quelqu'un qui puisse vous diriger. Premier élément. Deuxième élément, il y a cette note-là, mais il y a aussi les places disponibles et les conditions d'encadrement. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter un grand nombre d'étudiants dans un cycle de master ou de doctorat lorsque les conditions d'encadrement ne sont pas réunies? Et à l'université Omar Bongo, l'un des problèmes qui se pose, c'est que justement, nous avons des départements où il n'y a qu'un seul enseignant de rang magistral, où il y en a 2, mais avec, en master, tenez-vous bien, 200 étudiants, 70 étudiants. Mais qui va les encadrer? Alors, ce sont cet ensemble d'éléments qui ont décidé les établissements, dans le cadre du règlement des études, à repréciser les conditions de la sélection. La sélection était déjà contenue dans le texte qui organise le LMD, le 940, reprise dans le 340, mais seulement, le problème c'est qu'elle était fixée à l'intérieur du master. Or, en système LMD, le master est un cycle entier. On y entre, on commence par des enseignements et cela s'achève par une soutenance de mémoire. Or, freiner les étudiants au motif d'une sélection alors qu'on les a déjà laissés entrer en master pour les sélectionner du master 1 vers le master 2 posait un problème. Et donc, à l'avantage des étudiants, eh bien, les facultés ont traité ce problème et, je dis bien, à l'avantage des étudiants pour ramener la sélection, non pas à l'intérieur du cycle M, mais à la fin du cycle L. D'accord. Voilà. Professeur, cette année... Et la moyenne, vous en parlez? Oui, 12. Ah oui, mais nous sommes en deçà des normes. Si vous voulez que je vous le dise, ailleurs c'est 14. Et dans l'ancien système, on sait bien que pour aller en DEA, eh bien, il fallait 14 de moyenne. Donc, ces affaires de 10 de moyenne en master, moi je n'ai jamais vu ça, je n'en ai jamais entendu parler ailleurs, sauf à l'université. C'est une stratégie d'écrémage? Non.
Ce sont les conditions, quand vous parlez du 14, il faut bien former des produits d'excellence. Nous quittons le premier cycle pour aller vers des cycles de recherche. Il faut qu'on sache que les gens qui sont admis dans ces cycles-là aient des aptitudes justement à faire des recherches. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut, par ailleurs, il nous faut donc des produits de qualité en entrant pour qu'à la sortie, nous ayons également des produits de qualité. Donc, cette affaire de 10 de moyenne, je le répète, je n'en ai jamais entendu parler au sens où, dans une université normale, et c'est à l'UOB que les étudiants voudraient passer par 10 de moyenne, ce qui nous a posé d'ailleurs quelques problèmes dans les rapports que nous avons avec d'autres institutions universitaires à l'extérieur. Et qui peut prévoir la destination? 10 de moyenne, l'année d'après on va nous dire non, il faut 9 forts pour passer en master. De 9 forts, on va reculer pour aller repêcher les gens. On sait, on connaît cette musique. Jusque-là, l'université Omar Bongo a travaillé selon les normes universitaires en vigueur un peu partout. Et la porte du master n'est pas fermée aux étudiants. Celui qui sait qu'il doit aller en master se prépare déjà dès la licence, puisqu'il connaît les conditions. Eh bien, 12, ce n'est pas de trop. Eh bien, je pense que ceux qui veulent travailler peuvent atteindre cette note. D'accord, professeur. Cette année académique a également été marquée par la fermeture de deux départements au sein de l'université Omar Bongo. Il s'agit du département information et communication ainsi que celui d'interprétariat et traduction. Une décision qui a donné lieu à diverses interprétations. Quelles sont finalement les raisons qui ont poussé à la fermeture de ces deux départements? Bien, les départements sont fermés en tant que structure administrative. Mais les programmes, eux, continuent d'exister. De quelle manière? Ils ont été transformés en master dans 2 départements. Les programmes de master en journalisme et communication, les programmes de master en journalisme et communication du département des sciences de la communication, n'est-ce pas, a été transféré au département de sciences du langage, au département de sciences du langage sous forme de master, ainsi que celui de traduction et interprétariat au département d'études germaniques sous forme de master également. Mais pour quelles raisons ces 2 départements ont été fermés? Pour une raison bien simple, c'est-à-dire que ces départements-là ne fonctionnaient pas ou n'obéissaient pas à la règle de fonctionnement des départements dans une université. D'abord, premièrement, ils n'avaient pas de corps enseignants permanents, ils n'avaient que des vacataires, ils n'avaient pas de premier cycle, et leurs directeurs étaient des collègues qui n'avaient pas encore le pied dans l'enseignement supérieur. Je crois comprendre qu'il s'agit de chercheurs. Alors, avec en plus un lot important d'étudiants dans les masters, surtout pour communication, journalisme et communication, et avec une impossibilité d'assurer leur soutenance, d'abord leur encadrement, puis leur soutenance de mémoire de master. Alors, pour cette raison, nous avons estimé qu'il fallait supprimer les départements, mais les transférer sous forme de programme de master, je l'ai dit, c'est une situation transitoire qui permet de reconstruire dans les normes ces 2 départements-là. Alors donc, la réouverture se fera lorsque nous nous serons assurés à l'université Omar Bongo qu'effectivement, ces départements fonctionnent dans les normes. À savoir, il y aura un premier cycle en journalisme et communication, en traduction et interprétariat. Il y aura un master avec des enseignants permanents et non pas avec des enseignants vacataires, dont nous connaissons le coût, n'est-ce pas, par rapport à leur traitement, à leurs émoluments à l'université Omar Bongo. D'accord, professeur. Autre fermeture, cette fois celle du campus social, il y a plus d'1 an. Une situation qui préoccupe singulièrement les étudiants qui viennent de l'arrière-pays et qui n'ont pas forcément des familles d'accueil ici sur place à Libreville. À quand finalement la réouverture de ce campus social? La réouverture se fera lorsque toutes les conditions seront réunies.
D'abord, cette fermeture a permis d'entreprendre des travaux qu'il était difficile d'entreprendre depuis des années, tant que le campus était affecté, était plutôt ouvert de manière continue. N'est-ce pas? Dans d'autres universités, arrivent des périodes de fermeture du campus, mais à l'université Omar Bongo, ça n'existait pas. Et donc, il a été fermé à la suite des mouvements du 17 décembre 2014, parce que le campus était devenu un repère de bandits. Lorsque les étudiants se livraient à des actes de violence et lorsque la gendarmerie devrait s'y opposer pour amener le calme dans le campus, c'est dans les résidences que les étudiants allaient s'y réfugier lorsqu'ils étaient poursuivis par la gendarmerie. Et lorsque la gendarmerie voulait les y poursuivre à l'intérieur, eh bien, on invoquait les fameuses franchises universitaires violées par la gendarmerie. Et donc, pour cette raison, nous avons estimé qu'il fallait d'abord fermer ce campus pour assainir les conditions d'accès. C'était un campus, une résidence où les chambres se trouvaient en sous-location au premier, deuxième, jusqu'au troisième degré, par des gens qui n'étaient plus dans l'université Omar Bongo, mais qui continuaient à sous-louer donc leurs chambres. Et donc cette mesure, je crois qu'elle est salutaire, parce qu'elle va permettre de réaménager le campus. Les travaux sont en cours, et lorsque les travaux seront terminés, pas seulement les travaux des résidences, mais il y a également d'autres travaux, c'est-à-dire des travaux de voirie. Des travaux de voirie. Et il y a, parce que pour y accéder, c'est tout un problème actuellement. Il y a la fermeture des différentes alvéoles, les trous qui permettent aux riverains d'accéder dans le campus. Il faut que la barrière de l'université soit sécurisée. Eh bien, lorsque tous ces travaux seront terminés, il n'y a pas de problème, la résidence sera ouverte. Mais je voudrais rappeler que cette résidence, lorsque vous avez parlé d'étudiants qui viennent de l'intérieur, est-ce que vous en mesurez les proportions? Et d'abord, c'est une résidence qui ne contient que 600 chambres pour 1200 places. L'université Omar Bongo, bien sûr, se taille la part du lion, mais ce n'est que 800 places. Mais nous avons, cette année, 18 000 étudiants. Nous en prévoyons 20 000 à la rentrée prochaine. Alors, pensez-vous que ce soit seulement 800 étudiants de l'université Omar Bongo qui n'ont pas de parents à Libreville et qui ont besoin de se retrouver là-bas? Mais il y a bien, si vous faites la soustraction, ça veut dire que si l'on raisonne en termes absolus, ça veut dire qu'il y a bien environ quelque chose comme 18 à 19 000 étudiants qui viennent de l'intérieur, selon ce que vous me dites, et qui n'ont pas de place dans ce campus. Donc le problème, c'est de comprendre à l'heure actuelle, et là nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la résidence universitaire d'abord doit être délocalisée, elle doit être reconstruite ailleurs dans un espace qui peut accueillir plus de pavillons si l'on veut résoudre le problème du logement étudiant, donc reconstruite hors de l'enceinte de l'université. Deuxièmement, aussi attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'on peut aussi aujourd'hui privatiser le logement étudiant, comme cela se fait dans certaines universités. Nous prenons l'exemple des universités proches au niveau du Cameroun, par exemple. Les résidences universitaires ont été privatisées. Bien sûr, il doit y avoir un arrangement entre l'État et ceux qui voudraient se consacrer, n'est-ce pas, les privés, les entrepreneurs privés qui voudraient se consacrer au logement étudiant. D'accord, professeur. On pourrait penser que les résidences universitaires réglaient quand même en partie une question, celle liée au lieu d'aisance. Aujourd'hui, à l'université Omar Bongo, on assiste à un triste spectacle. Les étudiants qui vont faire leurs besoins dans la nature. Cette situation va perdurer jusqu'à quand, professeur? C'est une situation alarmante. Nous en sommes conscients et c'est à la fois une situation qui nous dépasse.
nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics sur la question. Le premier problème qui se pose, c'est un problème d'adduction d'eau. Et ce problème est un problème ancien à l'université Omar Bongo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression nécessaire qui permette à l'eau d'accéder aux toilettes et même dans certains bureaux, dans certains lieux d'aisance, à l'intérieur des bureaux. Donc c'est un problème qui nous dépasse, comme je le disais. Nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics parce que c'est un problème d'investissement que dont l'université ne dispose pas. L'université n'a pas les moyens pour assurer les investissements à ce niveau-là. Et donc, nous continuerons sur ce point d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Mais il y a aussi le fait que les lieux d'aisance existent à l'université Omar Bongo. Par rapport au premier problème, vous comprenez qu'il y a un second qui se pose. Je vous ai parlé des effectifs tout à l'heure. C'est-à-dire se retrouver à 20 000 étudiants, en gros, à l'échelle du Gabon, au vu de sa démographie urbaine, eh bien, c'est une ville moyenne. Alors, vous imaginez la pression de 20 000 personnes sur un ensemble de lieux d'aisance, eh bien, on n'en aura pas autant pour résoudre tous les problèmes. Et c'est là qu'à nouveau, nous attirons l'attention des pouvoirs publics pour que ce problème soit regardé de plus près, parce qu'une privatisation aussi est nécessaire. Il y a des solutions privées à ce niveau-là et qui auraient l'avantage de contenir également l'entretien de ces mêmes lieux. Vous parliez tantôt d'insécurité, une insécurité beaucoup plus accrue avec l'existence de ce que les étudiants appellent le bunker, ce fameux amphithéâtre inachevé dans lequel certains fumeurs de chanvre, certains drogués, disons-le ainsi, se réfugient et une fois la nuit tombée, vont perpétrer des exactions, des agressions à l'endroit d'autres étudiants. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème, monsieur le recteur? D'autant plus au courant, M. Nouménéni, que le recteur, à 2 reprises, a demandé l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer ces lieux. Il y a le bunker, mais il y a également l'autre repère qui se trouve en arrière des pavillons, qui est un pavillon inachevé, qui est le pavillon G. Il y a effectivement ce problème d'insécurité et il avait été prévu, et jusque-là nous attendons, que ces 2 édifices soient démolis. Mais c'était au compte de l'ANGT. Et le problème, c'est que nous sommes toujours en train d'attendre l'arrivée de l'ANGT pour la démolition de ces édifices, ce qui permettrait de régler le problème à sa source, parce que, comme vous l'avez dit, tant que ces édifices existent, ce sont des lieux, des repères de tous les bandits de la ville. Et lorsque les forces de l'ordre ont effectué une descente, les forces de l'OCLAD, eh bien, nous nous sommes rendus compte dans le rapport qu'il n'y avait pas que des étudiants de l'UOB, mais il y avait en plus grand nombre les gens des quartiers environnants et même, plus grave que ça, des gens de l'intérieur de la République, d'autres villes de l'intérieur qui étaient de passage à Libreville et qui avaient leurs habitudes dans ces 2 repères. Donc le problème est urgent. Je crois que c'est l'un des aspects de l'insécurité à l'université Omar Bongo, parce que ces lieux-là sont aussi les lieux où vont se réfugier toute l'armée que l'on amène en renfort lorsqu'il y a des mouvements de violence à l'université Omar Bongo. Il faut que vous sachiez que ceux qui les orchestrent et les organisent procèdent à un recrutement, à une sous-traitance de la violence en allant recruter des gens depuis la gare routière jusqu'au quartier périphérique, le Plénoreti, qui sont mitoyens à l'université Omar Bongo. Et le repère, c'est en cas de reflux, c'est dans ces édifices. Marc-Louis Ropivia, l'université Omar Bongo a 46 ans. Elle évolue dans un monde dynamique et dans une époque qui a ses exigences. Quels sont, pour finir, les principaux challenges de cette institution? Le premier, c'est l'insécurité. Nous souhaitons que soit mis fin à cette insécurité par une prise de conscience d'abord des acteurs eux-mêmes, je dis bien de tous les acteurs de la communauté universitaire, et
beaucoup plus au niveau des étudiants, qu'ils comprennent que à chaque promotion a sa part dans la contestation, dans la volonté de réformer l'université, mais la contestation ne doit pas devenir une profession. Bon, malheureusement, nous commençons à assister à une professionnalisation de la contestation. Il faut que les étudiants prennent conscience de ce que cette instabilité nous a beaucoup coûté, parce qu'elle nous a mis en déphasage avec les horloges académiques internationaux. Et c'est la raison pour laquelle un nouveau calendrier d'ailleurs a été adopté. On espère qu'avec ce calendrier-là, nous allons nous remettre en phase avec les horloges académiques internationales. L'autre défi, c'est la massification des effectifs. Là, c'est un problème. D'année en année, l'université accroît sa population, la population étudiante, et il nous faut à l'université des moyens importants, et notamment au niveau de la politique d'informatisation. Hein. Le problème, c'est que l'université Omar Bongo est encore très présentielle, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, il sera difficile, avec l'accroissement des effectifs, d'augmenter les salles de cours, mais la question peut être réglée, n'est-ce pas, avec l'informatisation, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'informatisation, de l'information et de la communication, eh bien, il y a des possibilités au niveau pédagogique. Il y a des cours en ligne, il y a tout un tas d'autres possibilités à ce niveau-là qui nous permettraient de résoudre ce problème de la massification des effectifs. Et l'autre problème, enfin, le dernier, c'est l'employabilité. Nous formons des étudiants, mais nous sommes au regret de constater que nous sommes en train de former des chômeurs. Et donc, il y a lieu, à notre niveau, de repenser toute la politique de formation de l'institution, n'est-ce pas, pour pouvoir introduire plus de programmes professionnels, et notamment au niveau des licences et des masters, et faire en sorte que ces programmes de licence et de master soient articulés aux besoins de la société, et non pas aux besoins de l'emploi, parce qu'il y a une différence conceptuelle entre les deux. L'emploi, eh bien, ce sont les entreprises, mais en cas de conjoncture économique difficile, les entreprises ferment. Et vous n'allez pas, n'est-ce pas, articuler les besoins de formation d'une nation avec les besoins de l'entreprise, les besoins des entreprises qui peuvent fermer à tout moment. On le voit avec la crise pétrolière et leurs sous-traitants. Et donc, repenser les offres de formation en fonction des besoins de la société et former les étudiants à un auto-entrepreneuriat, et cela dès les licences professionnelles, et cela se perfectionnera avec les Master Pro. Enfin, autre défi, c'est que nous sommes dans un environnement national de plus en plus concurrentiel. Il est temps que cette réalité soit partagée par les acteurs de l'université Omar Bongo. Il y a de plus en plus d'établissements privés sur la place de Libreville. La concurrence devient importante, et il faut que nous en tenions compte, nous autres acteurs de l'université Omar Bongo, parce que j'y vois de plus en plus le fait que le système d'enseignement supérieur public pourrait connaître de sérieux problèmes avec cette concurrence. Or, c'est cet enseignement supérieur public qui assure jusqu'à présent de la meilleure façon l'ascenseur social. Il sera difficile aux familles gabonaises d'aller payer 1,5 million à 2 millions dans les établissements d'enseignement supérieur privés qui se multiplient aujourd'hui. Donc il faut que tout le monde en prenne conscience sur le fait que notre rôle aujourd'hui, nous autres gouvernants de l'université, dans toute la chaîne de commandement, eh bien, nous sommes là aussi pour lutter, pour tenir face à ce nouvel environnement qui s'est créé au niveau du pays, et parce que nous avons pris à cœur la défense du système d'enseignement supérieur public. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation.
Ainsi s'achève ce numéro de l'invité de Gabon Télévision. Nous recevions ce soir le professeur Marc-Louis Ropivia, recteur de l'université Omar Bongo. Deux jours après la fermeture de l'année académique, nous avons avec lui, en fonction du temps qui nous était imparti, parlé du fonctionnement de l'institution qu'il dirige, des problèmes qui minent cette institution et surtout de ses défis dans un contexte mondial marqué par les exigences de concurrence et de compétitivité. À bientôt sur les antennes de Gabon Télévision.